Sécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Dimitri. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très heureux de te retrouver et retrouver tes auditeurs. Oui, de même, on va profiter une fois de plus de ton expérience particulière, du fait que tu as changé 2 fois de pays. Tu es parti de la France à aller au Canada, tu as fait le Canada Nouvelle-Zélande. On a déjà parlé de l'écosystème néerlandais que tu as apprivoisé de ça. Ce genre de périple-là est très intéressant, peut paraître un rêve pour certains. Il y a des défis associés avec ça. J'aimerais ça que justement partager cette aventure-là. C'est les choses à faire attention, les points forts, les éléments de prudence à prendre parce qu'il y a quand même des éléments de surprise qu'on retrouve dans ces éléments-là. Et tu as sûrement des anecdotes très intéressantes à partager par rapport à ça. Ouais, c'est ça. C'est un bon résumé, Nicolas Loïc. En fin de compte, moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la cybersécurité, dans différents rôles, mais mon parcours est particulier parce que, effectivement, après avoir commencé ma carrière en France, fait mes études, etc., je me suis établi au Québec. Et ensuite, un petit peu avant la pandémie, je me suis établi en Nouvelle-Zélande. Alors, j'ai toujours travaillé dans le même domaine, mais j'ai connu cette aventure de l'expatriation à 2 reprises. Alors, j'ai quelques expériences à partager là-dessus, effectivement. Oui, puis c'est riche parce que tu as fait vraiment, puis tu as fait pour un Français le voyage typique de on est sous le charme du Canada ou du Québec et on vient là. Et en plus, ben là, tu as profité du fait du Commonwealth, puis tu as profité le charme néo-zélandais qui est lui-même dans le même mouvement comme ça, fait que 2 bons. De ton mouvement en France vers le Québec, qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler en cyber au Québec et comment ça s'est passé? Ouais, je te dirais que c'était dans le contexte, c'était juste en plein pendant les conséquences de la crise de 2008, là, la crise financière. Il y avait quand même des problèmes économiques. Puis notre contexte personnel a fait que c'était un bon moment de tenter une expérience à l'étranger. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a toujours cette vision, puis ça reste vrai aujourd'hui, que c'est mieux ailleurs. Ça fait rêver, on va sur un autre continent et on a plus de liberté, on peut construire beaucoup plus de choses. Euh, alors, donc c'est un peu ça qui nous a motivés. Puis on était parti pour 6 mois, puis on est resté 10 ans. Donc en gros, c'est ça. Puis, Quand même, c'est d'un court séjour de 6 mois, de le faire 10 ans, c'est quand même un grand pas vers d'autres choses. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le Québec, d'ailleurs, comme la Nouvelle-Zélande, dans l'imaginaire des gens, ça fait rêver. Le Québec, c'est toujours les belles images, les gens qui sont gentils, puis c'est proximité linguistique, les personnes qui sont accueillantes, en même temps, c'est les opportunités de l'Amérique du Nord. Donc ça fait rêver dans l'imaginaire des gens, surtout des Français, puis des gens en Europe, parce que ça peut inclure la Suisse, la Belgique, puis un peu toute la francophonie aussi. Puis évidemment, de l'autre côté, la Nouvelle-Zélande, alors là, le Seigneur des Anneaux, les beaux paysages, pareil, c'est une île au milieu du Pacifique, ça fait rêver. Mais c'est vrai que derrière ça, il y a quand même des réalités qu'il faut voir, qui sont importantes. Premièrement, quand j'en parle, les gens ont l'impression que c'est facile, qu'on s'étame dans un pays, on reste 10 ans, puis on est dans un autre, puis on a une belle carrière, on profite de plein d'expériences. Mais en fin de compte, c'est un peu comme un canard qui, en surface, tout est beau, mais en dessous, il faut énormément pédaler, il faut énormément ramer parce que il y a beaucoup de défis logistiques, administratifs, etc. qu'il faut bien préparer. Donc c'est ça aussi que je voudrais partager aujourd'hui. Euh, Premièrement, dans tous les pays, quand on veut s'établir sur du long terme, il faut faire une démarche d'immigration. Ça, c'est compliqué. Puis j'ai un peu perdu le fil avec ça parce que j'y suis passé par là dans différents contextes de résidence permanente, etc., etc. Mais je dirais que ça devient un petit peu plus difficile aujourd'hui. Parce que il y a quand même des contraintes économiques. Il y a je dirais que le marché de l'emploi est pas non plus très fort dans le domaine de l'IT, de la cybersécurité en ce moment. Alors pour des jeunes, c'est sûr qu'il faut quand même bien préparer son projet. Il faut bien se poser la question, est-ce que c'est une expérience de court terme qu'on veut faire ou est-ce qu'on veut s'établir sur du beaucoup plus long terme dans un pays?
Ça, je pense que c'est vraiment la question principale qu'il faut se poser. Oui, absolument. Ben, c'est quand surtout un choix de carrière, puis il y a certaines facilités. Puis là, c'est ça aussi, là, c'est un projet. Puis ça, c'est important de le souligner parce que Ouais, c'est pas, on fait pas juste un voyage, c'est tranquillou, puis c'est fini. Ça a des conséquences parce que une démarche d'immigration, c'est complexe, c'est administratif. Il y a beaucoup de papiers à fournir, beaucoup de justifications. Parce que aussi, là, effectivement, comme tu le mentionnes, les contextes sont beaucoup plus difficiles qu'ils l'ont déjà été. Je sais qu'il y a des ententes entre la France et le Canada-Québec qui facilitent ouais, le traitement. Et la même chose entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, étant donné qu'on est du Commonwealth. Il y a ouais, aussi certaines facilités qui, en tout cas, du moins étaient présentes à une certaine époque. Je ne sais plus s'ils sont encore. Qui ouais. facilitaient ce genre de choses-là. Même à la limite, je pense qu'il y avait des cas où des Canadiens pouvaient travailler en Australie. Je ne sais pas s'il y avait en Nouvelle-Zélande également. Ouais. Sans plus que ça, on avait un espèce de passe-droit parce qu'on faisait partie du Ouais, Commonwealth. c'est sûr. Moi, j'ai rencontré des personnes ici de Vancouver qui sont arrivées il y a 50 ans en Nouvelle-Zélande. Ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande, ils ont un tampon sur leur passeport, bienvenue, vous pouvez rester travailler tant que vous voulez. Ça, c'était il y a 50 ans. Effectivement. Aujourd'hui, c'est pas mal plus compliqué que ça. Je dirais, je vais être très direct, très franc dans mon expérience. Aujourd'hui, les pays d'immigration, donc le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis d'autres, ils cherchent pas mal de main-d'œuvre temporaire. Ils cherchent des gens qui s'installent, mais pas forcément qui vont rester sur du très long terme, parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Ils ont besoin d'expertise, puis la cybersécurité, c'est un bon exemple. Par contre, ils sont pas nécessairement intéressés à ce que les gens s'installent sur du long terme. Quand je dis ça, c'est parce que absorber des immigrants dans un pays, ça prend tout un système de santé, ça prend tout un système administratif, ça prend un certain nombre de choses. Et je dirais que les pays sont assez opportunistes. Ils veulent bien de la main-d'œuvre pour répondre à des besoins précis. Par contre, dès l'instant on veut s'installer sur du long terme, devenir résident permanent, citoyen, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai connu des personnes qui sont venues ici que ce soit Canada ou Nouvelle-Zélande, qui sont venues en PVT, permis de vacances-travail, ou Working Holiday Visa. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont venir pour 1 an ou 2 ans. Mais par contre, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que avec un PVT, des fois, rester sur du plus long terme, ça peut être compliqué. Parce que après 1 an, 2 ans, en fait, il faut trouver un visa de travail et rencontrer des critères de salaire, des critères de santé, tout un tas de choses pour pouvoir s'établir sur du plus long terme. Donc, je dirais, c'est pour ça qu'à la base, pour s'installer dans un nouveau pays, il faut comprendre dans quel contexte on veut le faire. Est-ce qu'on veut juste vivre une expérience d'1 an ou 2, ou 3 ou 4 peut-être, et ensuite retourner, ce qui à mon avis est aussi une très belle expérience, parce qu'on a le temps de s'intégrer dans le pays, on a le temps d'apprendre de la culture, d'apprendre aussi plein de choses au niveau des compétences et façons de faire, etc., etc. Voir une langue, si on s'expatrie dans un pays anglophone, progresser en anglais. Mais ensuite, l'idée, c'est de retourner dans son pays, dans sa famille, etc., et puis pas se voir sur du long terme, et être vraiment en pleine adéquation avec ce projet. Ou alors se dire, on part sur du très long terme, mais dans ce cas-là, ça se prépare un peu différemment, je pense. Il faut envisager ces questions de visa un petit peu différemment. Ouais. Oui, et justement, de ton passage de la France au Québec, comment ça s'est organisé, justement, les éléments de visa? Là, tu étais parti sur l'idée que c'était un 6 mois qui s'est transformé en 10 ans. Ouais. Donc, tu étais un peu genre sur du temporaire qui est devenu du permanent. Ouais. En TI, on aime beaucoup ça. C'est très régulier, des solutions temporaires qui deviennent permanentes. Cela étant, cette bascule-là, ce changement-là, et donc les démarches administratives que tu as dû rencontrer pour faire la bascule, comment ça s'est déroulé? En fait, en réalité, on est des gens très organisés, donc on avait fait nos demandes de visa à l'avance. À l'époque, on pouvait appliquer pour, par exemple, être résident permanent avant de quitter le pays. C'est juste qu'après, ça prend d'activer cette résidence permanente, etc. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que oui, c'était peut-être l'idée de se donner un temps limité en se disant si ça fonctionne pas, on va retourner. Mais d'un autre côté, c'était s'offrir cette option de rester plus longtemps en ayant déjà une demande de résidence permanente en cours. Mais ça, je dirais que c'est des choses qui sont aujourd'hui un peu différentes
Les programmes ont changé. Je peux pas du tout donner de conseils là-dessus parce que ça change tout le temps et c'est pas évident à suivre. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de se baquer au niveau administratif correctement pour et c'est compliqué, et c'est long et ça coûte de l'argent, mais c'est important d'y penser avant de démarrer son projet. Ou alors se dire ce sera temporaire, puis pas avoir tellement d'attentes là-dessus, rester sur du long terme. Donc c'est ça. Après, moi, mon arrivée au Québec, c'était super. Hein. On est arrivé. Je me suis pointé au Musée des Beaux-Arts, sur les plaines d'Abraham, à la ZIC, à l'époque. Conférence sur je sais plus quel sujet. J'ai parlé avec plein de gens. La semaine d'après, j'avais des entrevues. 3 semaines après, je trouvais une job. Et là, ils m'ont dit c'est quoi ton statut, etc. Ok, est-ce que tu veux rester? Puis la peur qu'avait l'entreprise qui m'a recruté, c'est que je reste pas en fait. C'est que ce soit un projet temporaire. Donc, il a fallu les convaincre en leur disant non, j'ai un projet sérieux, je veux rester, etc. Et ça a bien fonctionné effectivement à ce niveau-là. Je sais pas si ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui, mais par exemple, c'est sûr qu'en cybersécurité, par exemple, arriver avec un PVT, je sais pas, les codes de sécurité, les enquêtes, c'est un peu compliqué. Tu vois, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut considérer dans nos métiers aussi, dans notre profession. Ouais, C'est la confiance qu'ont les gens, quoi. Ouais, les temps ont sûrement énormément changé. De toute façon, depuis les 5 à 10 dernières années, le mood d'accueillir les gens a changé énormément. Heureusement ou malheureusement, tout à l'heure qu'on veut regarder ça. Je suis pas convaincu que à la bonne franquette, comme tu l'as fait, d'arriver dans un événement puis pouf, d'avoir un emploi dans un mois après. Je suis plus convaincu que ça se fait aussi facilement que ça. Les permis de travail, il semblerait que de ce que je lis dans les journaux, ça semble être assez compliqué. Et là, prenez-moi pas, citez-moi pas parce que j'ai aucune compétence dans comment ça fonctionne, mais comme tu le mentionnes, ça change souvent. Il y a des programmes et il y a différents éléments qui ça. Fait informez-vous exactement comme tu as fait. Mais je trouve ça quand même, t'as pas froid aux yeux t'arrives sur le territoire, tu trouves un événement, tu vas y assister, puis pouf, tu négocies un emploi finalement à l'intérieur d'un mois, puis tu t'installes et ça l'a donné jusqu'à 10 ans de vie ici. Là. Mais encore une fois, ça paraît simple comme ça, mais il y a de la préparation. Tu vois, par exemple, je me souviens que ça remonte déjà à presque 15 ans, déjà plus de 15 ans, mais je sais, par exemple, mon diplôme en France, oui, était reconnu par l'Ordre des ingénieurs du Québec et tout, c'était super. Mais disons que, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de diplôme en cybersécurité. Ça n'existait pas. Alors, comment justifier de compétences dans ce domaine-là? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que juste avant de partir, je suis monté à Paris et j'ai passé en personne, parce que ça ne marchait pas à distance, mon CISSP, la certification CISSP. Il y a 15-20 ans, c'était pas du tout répandu, le CISSP, c'était surtout en Europe. Il y a très peu de gens, d'ailleurs, j'ai dû trouver un endosseur. En fait, je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est le mot est correct, là, quelqu'un qui va sponsoriser ta certification. Puis j'ai dû trouver quelqu'un chez IBM qui travaillait en France parce que j'en connaissais pas de CISSP à l'époque. Donc c'était voilà. Alors je me suis dit j'ai une bonne expertise, mais comment je peux y mettre un stamp dessus? Donc j'ai passé mon CISSP en personne. J'ai dû monter à Paris juste pour ça. Ça se faisait pas à distance, etc. Peu importe. Mais en gros, ça m'a permis de mettre ça sur mon CV. Et forcément, quand je suis arrivé au Québec, c'était reconnu parce qu'en Amérique du Nord, ces certifications-là, ISC Square, ISACA et tout sont quand même reconnus. Donc c'est ça. Donc c'était de la préparation en amont aussi. Donc c'est pas aussi à la bonne franquette que ça, mais c'est sûr que peut-être que les démarches étaient un peu plus simples à l'époque. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Ouais. Mais il demeure que c'est quand même audacieux, ils ont peut-être pas la bonne franquette, là, mais audacieux d'arriver puis de foncer comme ça. Faut être très fonceur, faut pas avoir peur de l'inconnu quand on fait ce genre d'aventure-là, parce que je connais bien des gens qui oseraient pas. Juste cela est une barrière très importante à l'entrée de devoir faire le démarchage qui est là. Parce que j'en connais d'autres personnes de la France notamment qui ont été sponsorisés par des employeurs locaux au Québec. Et eux n'étaient pas aussi bien préparés que toi et ont connu des échecs du traitement, puisque notamment,
une des différences culturelles. On est moins tenu par la main ici qu'en France, donc eux autres s'attendaient que les choses se Ouais, fassent pour eux. Et ils ont eu la mauvaise surprise de se réveiller qu'il fallait qu'ils fassent les démarches eux-mêmes et non l'employeur faisait les ouais, ouais. démarches. C'est vrai que c'est une différence importante entre, je te dirais, le- l'Europe, enfin peut-être la France aussi, hein, qui est une culture très latine, etc., très hiérarchique aussi, par rapport à ce qu'on retrouve au Québec, au Canada et aussi dans les pays du Commonwealth, comme la Nouvelle-Zélande ou autre. C'est qu'en fait, effectivement, c'est aux personnes de se prendre par la main. En Europe, c'est hiérarchique, on va te dire ce que tu dois faire. L'État encadre beaucoup de choses. Tu vois, on le voit dans les réglementations, par exemple, etc. C'est très directif dans ce qu'il faut faire. Mais quand tu arrives, moi, mon premier job au Québec, c'est ça. Personne m'a dit ce que je devais faire. On m'a dit, ben, tu as une expertise, donc c'est à toi de travailler, puis de dire ce que tu veux faire. Et c'est exactement ce que j'ai connu en Nouvelle-Zélande aussi. Je me souviens que là, j'ai commencé comme consultant en tant que Cyber Security Governance Lead pour l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Je sais pas comment on dit en français, mais bon, peu importe. Mais en gros, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, écoute, tu viens du Canada, tu as une grande expérience, tu as travaillé aussi en Europe. Fais ce que tu penses qui est bon de faire. Propose-nous des solutions, propose-nous des choses intéressantes, puis on va le vendre. Voilà. Comme consultant, on va facilement te vendre ses compétences. Et puis si on le vend pas, que ça fonctionne pas, on te le fera savoir. Voilà. Mais c'est à toi avec toute ton expertise et ton background, c'est à toi de faire tes preuves, c'est à toi de proposer des idées et on va te supporter, mais par contre, on ne te dira pas ce qu'il faut que tu fasses. Et ça, je pense que c'est important de voir cette différence culturelle aussi, hein. Donc, voilà. Ouais, c'est un bon point, Nicolas. Ouais. Oui, j'ai vu parce que j'ai connu des gens avec qui étaient des collègues qui malheureusement n'avaient pas, quand ils avaient entrepris leur démarche, se pensaient qu'elle allait se faire apporter par l'entreprise qui les sponsorisait. Et malheureusement, en cours de chemin, ben, ils ont dû retourner en France parce que les démarches n'avaient pas Ouais. été exécutées, puis il y avait des a priori qui ne maîtrisaient pas bien à ce moment-là. Donc, ça a été un peu dommage pour ces personnes-là que leur expérience soit cassée par une mécompréhension de la différence culturelle. Ouais, c'est ça, exact, effectivement. Donc il y a des différences, ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, ouais, c'est pareil en Nouvelle-Zélande aussi, hein. Toutes les personnes qui viennent du monde anglophone, que ce soit du Canada, des États-Unis, etc., qui arrivent en Nouvelle-Zélande, ils parlent la même langue, un peu la même culture, mais en fait, il y a quand même des différences culturelles importantes. Et tu vois, on parlait de ce phénomène de déception des personnes qui changent de pays, puis qui se retrouvent très déçus de leur expérience, puis qui sont très en colère, je dirais, contre ça, en disant bon, ça s'est mal passé, je sais pas ce que j'attendais, etc. Ben, on le retrouve partout, hein, dans tous les pays où on a des personnes comme ça qui s'installent. En Nouvelle-Zélande, on trouve les mêmes situations de gens qui s'installent ici, puis qui après un certain nombre d'années disent moi je retourne aux États-Unis, je retourne au Canada, je retourne en Grande-Bretagne parce que je suis déçu de mon expérience, parce que c'était un rêve, mais on m'a vendu un rêve qui est pas réel, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui c'est pas uniquement propre à Québec, France ou de ce genre de choses. C'est vraiment, c'est une expérience qu'on retrouve souvent parce que c'est pas facile hein, d'immigrer, de changer de pays, c'est pas évident. Ouais, ouais. Donc ouais. Changement de culture, c'est complexe. C'est malheureux que les gens ont appris un a priori qui pensent que c'est simple ce changement de culture-là. Moi, je parlais de la France-Québec, c'est facile parce que c'est un exemple que j'ai couramment autour de moi. Donc, cela Ouais. est beaucoup plus facile pour moi de représenter, de mettre en évidence. Mais en même temps, puis je pense que pour la plupart des Québécois aussi, c'est assez connu, là, les Français. Sachez que même si on parle français, c'est pas la Ouais. même culture. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus, je suis beaucoup plus curieux, c'est la différence culturelle qu'il y a entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, puisque nos racines sont quand même fondamentalement beaucoup plus proches que celles du Canada puis la France. Euh, Ouais, c'est sûr, exact. Non, il y a des différences culturelles évidemment en Nouvelle-Zélande. C'est sûr que je peux pas parler de tous les sujets, mais c'est sûr que sur la gestion du risque, par exemple, tu vois, dans le domaine de la cybersécurité, on sera pour ramener à ça. Il n'y a pas une perception du risque qui est la même en Nouvelle-Zélande que ailleurs.
C'est sûr que en termes de conflits, événements géopolitiques, on n'est pas complètement isolé, évidemment, hein, mais on doit acheter du pétrole, on doit importer beaucoup de choses. Mais par contre, on se sent un petit peu plus loin de ces événements. Hier, j'étais, tu vois, à une conférence sur l'IA et il y a un gars un néo-zélandais, un kiwi, qui m'a présenté une app qu'il a développée avec de l'IA, qui regarde les jets privés qui arrivent en Nouvelle-Zélande sur l'île du Sud, là, Wanaka et Queenstown. Et en gros, lui, c'est un indicateur que s'il voit plein de jets privés arriver en même temps dans ces aéroports-là, ça veut dire qu'il y a un événement majeur dans le monde qui va se produire. Tu vois un peu la perception des gens qu'on a ici, c'est un peu genre on est un refuge un petit peu, tu vois. C'est un petit peu voilà, il y a des gens, des Américains qui viennent se sécuriser des maisons, des visas, des passeports ici parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait se passer aux États-Unis dans les années à venir, etc. Donc lui, il a détecté, il a fait une app qui regarde les jets privés qui arrivent et c'est un indicateur c'est comme le pizza indicateur là, du Pentagone, tu sais, où quand il y a beaucoup de pizzas qui sont achetées autour du Pentagone, c'est qu'il y a un événement qui se produit militaire majeur. Oh oui, d'avoir des indicateurs connexes qui permettent de détecter des choses comme ça. Revenons un peu voilà. Au chemin. Ouais. Oui, mais j'allais dire, toi, ton chemin de changement culturel, parce que tu l'as fait 2 fois, comment tu l'as vécu, ton changement culturel, et comment tu as abordé ces situations-là de façon sereine, puis justement de façon intéressante, parce que tu es resté quand même 10 ans au Québec, donc tu as bien vécu, puis tu es en train d'accumuler le même nombre d'années en Nouvelle-Zélande, donc tu t'es très bien acclimaté à ces éléments-là. Quels sont pour toi ces éléments-là? Que tu es surprise, puis comment tu as fait pour réussir à bien assimiler ces différences-là? Ouais, ben, premièrement, oui, certes, il y a de l'ouverture d'esprit. C'est aussi s'ouvrir l'esprit sur ce qui se fait ailleurs et ne pas porter de jugement en disant tiens, ici ils font ça, c'est pas bien, c'est bien. Essayer juste d'être un peu neutre là-dessus. Je dirais aussi que c'est important de bien de rencontrer les bonnes personnes en arrivant. Parce qu'en réalité, si on arrive dans un pays puis qu'on rencontre des personnes, par exemple, dans une communauté d'expatriés qui vont être déçus de leur expérience, qui vont te partager tout ce qui ne va pas dans le pays, puis comme ça se passe mal, etc. Forcément, ça va te donner un a priori qui est très mauvais, qui est très des gens qui vont te raconter leur expérience en te mettant en garde de tout ce qui pourrait mal se passer. Donc ça, c'est sûr que si la première rencontre, c'est dans une communauté de personnes qui sont négatives à ce niveau-là, ou des forums de discussion, ou du Facebook, j'en sais rien, de personnes qui partagent ce genre de sentiments, ça marche pas. Là, ça te met dans un état d'esprit négatif, c'est pas bon du tout. Puis d'un autre côté, je pense qu'il y a le syndrome du nouvel arrivant. Quand tu arrives dans un pays et que tu te présentes en disant « je viens d'arriver, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne ici, ça m'intéresse, etc. » Ben, les gens qui habitent là, ils vont être hyper contents de te partager en fait. Ils vont être heureux de te partager. Par exemple, tu vas arriver dans une... Moi, je l'ai fait ici. Ben, tiens, regarde, je te parlais de l'ASIC sur les plaines. Ben, j'ai fait pareil dans une conférence ici en sécurité. Je suis arrivé, je me suis pointé en disant... donc, c'était une conférence un peu comme le Hackfest, finalement, qui était à Christchurch. Je suis arrivé en disant, ben moi j'arrive, j'aimerais comprendre l'écosystème, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se fait ici et tout. Et puis tu retombes sur des gens qui sont hyper gentils, qui ont juste envie de t'aider, t'expliquer, parce que bah ils sont super intéressés d'expliquer à quelqu'un qui vient d'arriver c'est quoi leur réalité, qu'est-ce qui se passe ici. Donc je pense que c'est d'arriver en étant curieux, intéressé dans le nouveau pays, ça aide beaucoup, je pense. Et puis les événements, à mon avis, c'est super important d'aller dans des événements, surtout dans notre domaine en cybersécurité. Ouais, ben ça, peu importe si on veut débuter en carrière ou on veut s'intégrer, les événements sont quand même la porte d'entrée de beaucoup de choses. En cybersécurité, ça a l'air d'être le chemin par excellence pour connaître les gens, pour connaître le milieu, connaître les choses. Puis je fais la même chose, même rendu à mon niveau d'expérience. Je continue à aller des événements nouveaux un peu à travers
l'Europe, j'allais dire à travers le monde, mais c'est à travers l'Europe, justement pour être mis en contact avec des gens, des choses comme ça, puis continuer cette quête-là de regard, Ouais. de différenciation. Là. Ça, mais je pense que tu te fais pareil, Nicolas, quand tu vas faire tes événements ou tes podcasts en France. Si tu arrives en disant bonjour, j'arrive du Québec, je m'intéresse à ce que vous faites ici, j'aimerais rencontrer des gens. Waouh, super, quelqu'un qui vient de l'étranger. Puis il y a une certaine curiosité réciproque. Donc, je pense que c'est une question d'attitude en fait. Hein. C'est une question d'attitude. Puis c'est vrai que ouais, c'est une question d'attitude. Non, puis je me suis rendu compte aussi que peu importe que dans quel pays on est, et puis c'est la perception qu'on a, l'attitude, ça change tout. On peut être très heureux n'importe où en fait. Pas besoin de forcément immigrer pour être heureux. Ça apporte beaucoup je pense, d'enrichissement de le faire. Maintenant, c'est une question d'attitude, ouais. En tout cas, moi, mon deuxième, j'avais un premier conseil qui était bien préparé sur le volet administratif, etc. Puis mon deuxième conseil, c'est vraiment les attentes. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas avoir trop d'attentes aussi. Parce que, puis quand je parle des attentes aussi, c'est surtout, puis c'est ça finalement mon deuxième conseil clé là, c'est de ne pas partir dans un pays en disant on va fuir une situation qu'on n'aime pas, on a des problèmes par exemple. Je sais pas, au Québec, on paye trop de taxes. Au Québec, il y a ci, il y a ça comme problème. Ou en France, il y a ci ou ça comme problème. Donc, moi, j'en ai marre de ma vie. J'arrive pas à avoir une belle carrière, mettons, en cybersécurité. J'arrive pas à avoir le rôle que je veux avoir. J'aime pas ce que je fais. Donc, je change de pays, puis ça va tout résoudre. Alors ça fonctionne pas, par exemple. C'est ça le conseil. C'est important d'avoir cet aspect-là en tête. Hein. Ouais, puis je vais même généraliser le conseil parce que même dans un emploi, on change d'emploi pour l'autre parce qu'on va quitter une situation qu'on n'aime pas vers d'autres choses. Si on règle pas ce qui est en dedans de soi, donc les motivations, on va répéter le même problème ailleurs parce parfois on fait partie aussi du problème. Donc de quitter une situation qu'on comprend pas, ben il faut commencer ça puis ensuite pour aller plus loin. De ces expériences-là, puis c'est souvent ça, moi, ce qui m'enrichit beaucoup quand je vais notamment en Europe, ces expériences-là, de ce contact-là avec des gens de cultures différentes, même en cyber, est très enrichante. Comment tu l'as vécu, puis qu'est-ce que ça t'a apporté, ce type de cheminement-là? Donc, tu veux dire de voir d'autres façons de faire Oui, en cybersécurité ailleurs? mais Ah ta oui, ben, progression premièrement, personnelle. ouais, Ta progression personnelle et professionnelle, parce que c'est un choix. Tu as fait 10 ans ici, fait que tu t'enrichis. Puis là, tu as une ouais, autre vague d'enrichissement en Nouvelle-Zélande qui ne sont pas ouais. possibles si tu restes tout le temps à la même place. Alors, dans ce que je fais au quotidien, je te dirais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est apprendre des nouveaux cadres de référence. Quand en Europe, il y a l'ANSSI, il y a tout un tas de cadres de référence, bon, le RGPD, puis les réglementations. C'était super intéressant d'arriver en Amérique du Nord et de voir ce qui se fait du côté du NIST. À l'époque, le NIST n'était pas bien connu en Europe. Hein. Aujourd'hui, c'est assez beaucoup plus utilisé. Mais avant, c'était pas du tout ça. Découvrir le NIST CSF, tout ce qui se fait du côté Amérique du Nord, c'était vraiment bien. Voir d'autres types de cadres de référence, puis de voir que finalement les cadres de référence anglo-saxons, ils sont beaucoup plus prescriptifs, beaucoup plus pragmatiques sur ce qu'il faut faire, et moins un petit peu au niveau philosophique, comme on peut le voir des fois dans les cadres de référence en Europe. En arrivant en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert des trucs super comme le Critical 10 du CERT-NZ ou du NCSC, Essential 8 du côté de l'Australie, puis aussi tous les trucs comme Cyber Essential, etc., qui viennent de UK, parce qu'on a beaucoup de proximité avec la Grande-Bretagne. Donc c'était intéressant de voir. Quand je suis arrivé, on m'a dit, bah tiens, on va faire un audit Essential 8 chez un client. Quoi, Essential 8, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les 8 mesures critiques, d'accord? Comment c'est architecturé, comment ça se produit, puis est-ce qu'il y en a plus derrière, tu sais, comme le CIS Top 18, puis t'as le CSV2 maintenant avec beaucoup plus de contrôle, etc. Donc c'est voir qu'est-ce qu'ils utilisent comme cadre de référence et croiser un peu les façons de faire. Je trouve ça assez intéressant. Ouais, ça c'était un bel enrichissement, ouais. Donc aujourd'hui, moi, je peux avoir une vue 360 un peu sur tous ces cadres de référence parce que je les ai étudiés, utilisés dans différents contextes. Ça, c'est intéressant.
Tu les as vus en action, c'est ça aussi. Tu as vu des cas d'implantation qui ont réussi et tu as participé à des choses d'implantation réussies. Fait que c'est d'une richesse infinie, ce genre de choses-là. Ouais, c'est ça. Après, je te dirais sur les compétences core, là, tu sais, mettons le red team, le pen testing, le blue team, ça reste à peu près quand même les mêmes choses. Je te dirais, c'est les expertises techniques sont quand même assez identiques. C'est plus la gouvernance qui va changer en cybersécurité, la façon dont, en fonction de la taille des entreprises, en fonction de la réglementation, comment les rôles sont positionnés, etc. Ça, c'est intéressant, ça change. Par contre, sur les aspects techniques, c'est quand même assez proche, je dirais, d'un pays à l'autre. Ouais. Évidemment, c'est les mêmes choses. Il y a des pays qui vont adopter des solutions plus souveraines, qui vont adopter des choses peut-être qu'on connaît moins, qui sont plus locales. Maintenant, je te dirais, c'est les grandes plateformes GCP, AWS, Azure, etc. Ça va être les mêmes, évidemment, ça va être les mêmes choses. Le top 10 OWASP, tu vois, c'est évidemment c'est international. Le MITRE ATT&CK, toutes ces publications-là. Même NIST est en train de prendre le dessus pas mal sur le reste aussi en ce moment, je trouve, soit en termes de cadre de référence. Donc ça, c'est des choses communes quand même qu'on retrouve. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, par exemple. Alors ça, c'est une excellente nouvelle pour les gens qui veulent s'expatrier. C'est que déjà, leurs compétences vont quand même pouvoir être transférées assez facilement. C'est pas du tout pareil quand on est, par exemple, médecin ou avocat, surtout. Dans d'autres professions, changer de pays, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on peut pas exercer comme ça la profession surtout, par exemple, d'avocat, par exemple. On peut pas devenir avocat dans un autre pays du jour au lendemain. Alors que consultant ou conseiller ou analyste en cybersécurité, oui, c'est des compétences qu'on peut transférer assez facilement. Puis même au Québec, la terminologie est beaucoup en anglais quand même. Sur le top 10 de WASP, il a pas été traduit en français, par exemple. Peut-être que si, remarque. Ouais, ben, on aime beaucoup traduire ici, peut-être même plus que les Français d'ailleurs. Ouais. On fait un peu plus d'efforts que les Français pour traduire, mais en même temps, on est très familier avec les termes anglophones pour autant, donc c'est pour nous. Puis la philosophie est très américaine ici, donc on n'est pas en cybersécurité, c'est très proche, là, les Américains. Jusqu'à temps qu'ils choquent contre nous à l'heure actuelle, on était très proche d'eux philosophiquement en termes de cybersécurité, donc il n'y a pas énormément de surprises par rapport à ça. On a fait un grand tour. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés, que tu aimerais aborder, ou des conseils supplémentaires? Tu en as donné 2. Y a-t-il d'autres conseils ou d'autres éléments que tu crois essentiels? Ouais, je dirais en conclusion, tout simplement, hein, c'est premièrement bien préparer son projet d'un point de vue administratif, en se posant la question, est-ce qu'on veut rester sur du long terme ou juste une expérience court terme? Ça peut changer la façon de se préparer. Deuxième chose, c'est ouverture d'esprit et surtout ne pas quitter son pays avec un état d'esprit négatif. Parce qu'on peut y retourner, hein, on peut vouloir y revenir, etc. Donc, c'est un état d'esprit positif en partant, c'est important, ne pas fuir. Et je dirais, dernier élément, c'est ça, avoir cette ouverture d'esprit, cette curiosité pour en apprendre davantage, puis en se disant que les choses sont pas mieux ailleurs finalement, mais elles sont sûrement différentes. Alors ça, c'est intéressant de s'enrichir de la différence, quoi. Oui, merci énormément de ce partage-là, c'est très intéressant. J'espère que pour ceux qui avaient un début de réflexion, que ça va les amener justement à aller accomplir leurs rêves, si c'est ça qu'ils veulent faire, et le faire correctement pour pas qu'ils en sortent amers de cette expérience-là. Un peu comme tu mentionnais, justement, éviter les erreurs, puis justement, il faut faciliter les choses et d'aborder avec les gens qui sont plus dans la sérénité de leur expérience par rapport à ça. Merci. Merci à toi.